Moi, ma perception, c'est que si on retourne 3-4 ans, on parlait d'un monde en transition. Moi-même, j'ai parlé souvent de ça. On parlait de la transition démographique en référant au vieillissement des populations à travers l'Occident. On parlait de la transition numérique comme étant une transition smooth, hein, qu'on dit tout douce qui se ferait, puis la transition écologique et énergétique où il faut aller vers une réduction de l'empreinte écologique de nos sociétés en général pour mettre une fin aux dangers reliés au fait que le changement climatique a énormément de conséquences sur notre planète et sur notre vie. Donc, on parlait d'un monde en transition. Alors, ce monde-là n'existe plus. On est maintenant un monde qui a subi 3 ruptures et 5 chocs. La première rupture, c'est que la question du vieillissement, en douceur, c'est pas ça qui arrive. Le phénomène international, et surtout en Occident, mais aussi ailleurs sur la planète, c'est la grande question de l'immigration. D'une part, des gens du sud vers le nord, et d'autre part, dans tous les pays occidentaux, l'impact du vieillissement et la recherche de main-d'œuvre, mais aussi le fait que ça cogne à la porte, puis il faut intégrer. Donc, la grande rupture moderne, actuelle, c'est celle de comment on doit ajuster les sociétés, les politiques publiques à l'immigration, qui est un phénomène qui va être avec nous pendant de nombreuses années. Première rupture. Deuxième rupture, la rupture associée à ce qu'on a appelé la transition écologique ou énergétique, non. C'est maintenant l'urgence. C'est l'urgence. Et tous les scientifiques le disent, tous les gouvernements en ont pris conscience, les populations prennent conscience et nos jeunes le disent à tous les jours. Donc, c'est l'urgence climatique, l'urgence ce n'est plus une transition. Il faut faire ça plus vite, il faut aller plus vite. Donc ça, c'est une urgence comme dans un hôpital. Là. Donc, la planète est à l'hôpital, est à l'urgence. Donc ça, c'est une grosse rupture par rapport à l'idée qu'on avait beaucoup de temps. Okay? Et la troisième, c'est celle qui arrive à tous les jours, c'est la grande rupture numérique. C'est une révolution. Une révolution qui est très, très différente de celle qu'on a connue auparavant, et on va en parler tantôt. Okay? Donc ça met la table d'un monde en transition qui est maintenant un monde en rupture. Mais c'est pas assez. On a plus que ça à faire face. On a subi, au cours des derniers mois, dernières années, 5 chocs. Le premier choc qu'on a eu, c'est ce choc de la pandémie. Bang! Ça nous est tombé dessus. La plupart des actuaires, des épidémiologistes, tout le monde prédisait qu'on aurait des pandémies, les assureurs aussi, tout le monde. Mais personne n'avait prévu la vitesse à laquelle c'est arrivé. Et qui aurait prévu, pensé que les gouvernements auraient dû fermer l'économie dans le cas d'une si grande pandémie? Personne n'a prévu ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu nulle part. Et donc, on a eu ce premier choc qui n'est pas terminé. Et là, on est dans un monde de pandémie, premièrement. Deuxième choc, la guerre en Ukraine. Cette guerre n'est pas une guerre locale. Elle nous a fait prendre conscience de la fragilité des équilibres militaires et géopolitiques. Et là, tous les alignements qu'on avait connus après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été questionné. Qui sont nos alliés? Donc, il y a tout un rebrassage de l'équilibre mondial entre les pays occidentaux, l'OTAN, les pays sous la Russie, la Chine, l'Asie du Sud-Est. Tout le monde est en train de redéfinir la géopolitique militaire aussi. Et ça, c'est une grande chose. Et c'est relié au troisième choc. Ça a changé, et ça a changé pour un bon bout de temps, la fluidité et l'accessibilité des chaînes d'approvisionnement. Donc, ce choc-là, on est dedans. Ça s'est traduit par de l'inflation du côté de l'offre. Hein, on le voit un peu partout, ça coûte plus cher. Il y a aussi une inflation de la demande, mais les deux sont là. L'Amérique subit plus une inflation reliée à la demande, l'Europe plus du côté de l'offre. Mais dans les deux cas, le choc des chaînes d'approvisionnement. Avant, on disait, on va avoir ça just in time, tout est disponible, donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'inventaire. Soudainement, tout le secteur manufacturier doit se stocker, avoir des inventaires. Au cas où, hein, c'est just in case maintenant, tu vois. Résultat, ça change énormément la finance, le bilan, le rôle de la banque. Tout ça, ça arrive. Donc, ce choc-là, du fait qu'on n'a plus la même fluidité du commerce, il y a un choc qui est relié à ça. C'est un peu la déglobalisation. Pas que le monde est en train de se déglobaliser, non. C'est qu'on demeure
société, un monde qui va être global, mais ce pas les mêmes paramètres qu'avant. Il y a plus de blocs régionaux, et ça, c'est relié à l'histoire des chaînes d'approvisionnement, donc il faut réaligner. Et ce qui fait que beaucoup de choses qui étaient un transfert de l'activité économique d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, maintenant, on revise ça et on revient à plus de production locale. On repense tous les modèles d'affaires en termes d'import-export, c'est différent. Énormément de changements. Okay? Donc, ce choc-là est majeur. Il y en a deux autres chocs qu'on a tendance à sous-estimer. Moi, j'appelle ça le choc du 1 %. Jamais dans l'histoire de l'humanité, à mon avis, il y a eu autant de gens riches et d'accélération de la concentration de richesses. Ça, c'est un truc qui change l'équilibre d'une société. Tu as des individus maintenant qui sont plus riches que des pays. Ils sont nombreux, ces gens-là. Donc, j'ai rien contre la richesse. La question, c'est la concentration et l'accélération de la richesse fait en sorte qu'on a de grands doutes qui viennent se confirmer dans la tête de beaucoup de nos concitoyens que cette société-là est une société dans laquelle ils ne peuvent pas, eux, être inclus. Et donc, ça nous glisse vers le 5e choc, qui est le choc des démocraties, l'apparition de dictateurs, l'apparition de populisme, l'apparition de... On se questionne de la fragilité de nos démocraties. Donc, si on se résume, on avait 3 transitions sur les 3 ruptures, puis les 3 ruptures sont frappées par 5 chocs, ce qui fait que, oui, on est dans un monde qui est plus volatile, qui est un monde qui est plus incertain, un monde qui est plus complexe et ambigu parce que quelle décision on prend. Je résume tout ça en disant que dans le monde de la gouvernance, c'est très important pour le patron ou les directeurs ou la directrice de l'usine ou de l'entreprise de connaître quels sont les paramètres qui définissent l'ensemble des risques et des rendements et des opportunités. Tout ce que je viens de dire fait en sorte que cette matrice des risques et opportunités s'est déplacée. Elle s'est déplacée vers des risques plus importants qu'avant, associés à des opportunités plus grandes, mais qui demandent une gouvernance, une compétence, une rigueur de l'information, de la gestion, qui est à un autre niveau de ce qu'on a connu auparavant. On n'est pas membre d'un conseil maintenant pour apprendre. Il faut être un membre d'un conseil pour contribuer, et contribuer tout en n'étant pas le gestionnaire, mais tout en étant quelque chose qui fait en sorte qu'on est capable de surveiller et d'aider la direction à prendre les bonnes décisions. Donc, beaucoup plus complexe, beaucoup plus exigeant, d'où la nécessité de se former en formation continue. On reviendra plus tard.